Merci. On pourrait disserter autour des paradoxes qui nous semblent évidents sur ces enjeux bioéthiques. Le plus évident pour nous, même si il n'est pas exactement dans les deux questions que vous m'avez posées tout à l'heure, c'est sans doute autour de l'accueil du handicap, à la fois notre société qui fait tout pour accueillir et en même temps qui fait aussi beaucoup pour ne pas accueillir et pour rejeter. Et donc ces paradoxes dans lesquels nous nous débattons, qui sont présents autour du handicap, mais aussi autour de la procréation, on voit bien combien parfois on va survaloriser par exemple le biologique en disant c'est essentiel que les parents soient eux-mêmes parents, en minimisant pourquoi pas la grossesse elle-même et son vécu, et dans d'autres cas, pour d'autres situations personnelles, on va aller exactement à l'inverse. Évidemment, ce que nous avons à vous dire est difficile parce qu'on souhaite, vous le comprenez bien, et c'est au cœur de notre travail à l'Alliance, prendre en compte les souffrances des personnes que nous rencontrons. La souffrance de la personne handicapée, la souffrance de ces couples qui vivent une stérilité, la souffrance de ces personnes concernées par des maladies éventuellement transmissibles. Et puis en même temps, on souhaite aussi refuser tout ce qui nous apparaît comme un risque pour les droits de l'homme et pour le respect de la personne humaine. Et donc, il s'agit d'essayer pour moi, là, devant vous, de tenir ces deux pôles qui sont vitaux. Il y a pour nous trois priorités. Donner priorité à l'enfant et à l'intérêt de l'enfant sur les désirs, même légitimes, des adultes, provoqués par leur souffrance. Je sous-entends là toutes les situations qui vont amener à priver délibérément, finalement volontairement, par une technique, par une technologie, un enfant d'un père et d'une mère. Deuxième priorité, protéger l'intégrité personnelle de l'être humain dès son stade embryonnaire face à toute exploitation qui serait motivée par des intérêts particuliers ou collectifs. Et cette protection individuelle nous semble d'autant plus nécessaire sur l'embryon qu'il est sans défense et sans visage. Et c'est cette conviction qui nous conduit à réclamer l'application des droits de l'homme à l'embryon. Refus de toute recherche qui amènerait à le détruire. Si la recherche implicitement le détruit, effectivement, nous n'approuvons pas cette recherche qui prend délibérément la position de détruire un être humain au prétexte peut-être d'en soigner un autre. Quelle était votre position sur la loi de 1994, c'est-à-dire avant 2004, où il y avait des embryons surnuméraires et des voies à destruction au bout de 5 ans? Alors, à l'époque, nous nous sommes exprimés contre la congélation embryonnaire, qui nous semblait finalement une impasse éthique et, je pense que ça se confirme quand même, et qu'il y a là une vraie difficulté, il y a une réalité qui est celle-là. Je crois aussi dans notre expérience, il y a à la fois des convictions, vous le comprenez bien, et puis en même temps une découverte de terrain aussi, c'est que cet embryon, pour les parents qui en sont parents, il n'est pas rien non plus. Et c'est eux-mêmes qui, par leurs préoccupations, par leurs soucis, par leurs inquiétudes, par leurs pleurs parfois, par les questions qui se posent lorsqu'on les interroge, nous témoignent très fortement du caractère précieux de cet embryon. Autre élément qui nous fait souhaiter sa protection, c'est que, nous semble-t-il, la science ne fait que démontrer finalement que notre existence commence au moment de la fécondation. Elle ne fait que démontrer cela parce que c'est à ce moment-là qu'apparaît un nouvel être vivant qui possède son patrimoine génétique et qui est le début de mon histoire et de la vôtre. Et lui manquer de protection nous remet tous en cause implicitement d'une façon ou d'une autre. Voilà. Puis notre troisième souci, c'est consacrer le respect des plus vulnérables, et en particulier de ceux qui portent une maladie ou un handicap. Alors, sur toutes les questions qui touchent à la bioéthique, il y a des points sur lesquels nous sommes d'accord, il y a des points que nous critiquons, puis on a aussi des propositions ou des demandes, s'il est possible de les formuler. Alors, essayez de clarifier maintenant par rapport à la loi, par rapport à vos trois principes, vos positions. Nous sommes favorables au traitement de l'infertilité, de la stérilité, et nous pensons qu'il y a lieu de chercher à soigner ces maladies plus que nous ne le faisons aujourd'hui. Je suis moi-même médecin et je vois bien à quel point la médecine s'enferme souvent ou se précipite dans des réponses qui sont des réponses d'ordre technique,
qui vont être des traitements palliatifs de la stérilité, mais qui ne prennent pas toujours complètement en compte les raisons profondes, à la fois en termes de traitement, mais aussi de prévention. Il y a, semble-t-il, tout un champ de recherche et de développement autour de ce qui est aujourd'hui une véritable épidémie de stérilité. Vous savez qu'un couple sur 7 dans notre pays va consulter pour infertilité, qu'un couple sur 10 va bénéficier d'un traitement. Il y a vraiment là, me semble-t-il, une urgence en termes de santé publique qui me semble tout à fait prioritaire. Alors, nous contestons les techniques d'AMP, donc d'assistance médicale à la procréation, lorsqu'elles comportent la destruction d'embryons. Et l'Agence de biomédecine nous apprend qu'en 2006, on a conçu 238 698 embryons pour faire naître 14 000 enfants, 17 embryons pour une naissance. Et ce rapport, cette situation nous préoccupe profondément. Nous contestons aussi les mères porteuses, en tout cas telles qu'elles sont réclamées aujourd'hui par certains. Bien sûr, on entend bien la souffrance de ces familles, de ces couples, leur désir qui est tellement puissant. Et en même temps, nous avons une forte réticence à faire naître l'enfant en dehors d'un cadre qui nous semble le cadre le plus approprié. Nous demandons donc des études, nous demandons des recherches pour la prévention de l'infertilité, pour le traitement des stérilités, et nous souhaitons aussi une communication qui soit peut-être plus honnête envers ces couples dont, vous le savez, 1 sur 2 restera finalement avec son désir d'enfant qui ne sera pas assouvi, et de ces couples nous témoignent parfois des années perdues, du temps passé, des options peut-être qu'ils auraient aimé prendre s'ils avaient eu une vraie conscience de ce qui allait se passer. Vous pensez que l'information donnée à ces couples dans les centres n'est pas suffisamment honnête, objective? Nous le pensons, oui, c'est ce que des couples nous témoignent. Nous pensons qu'ils ne sont pas suffisamment informés des risques tant pour leur couple et pour leur histoire personnelle, leur capacité d'accueillir l'enfant qu'ils souhaitent ou de développer autrement éventuellement leur fécondité pour ceux qui ne pourront pas avoir d'enfant au bout du parcours, 1 sur 2. Nous pensons aussi que souvent ils ne sont pas suffisamment informés, pas correctement, des risques qu'il peut y avoir dans ces pratiques. Il y a toute une littérature médicale aujourd'hui se préoccupe des dangers pour l'enfant, et il y a là aussi une information qui devrait être donnée. Voilà, donc il y a des propositions à faire. Concernant l'intégrité de l'embryon, donc et la question de la recherche, nous sommes favorables à la recherche. Il ne s'agit bien sûr pas de la nier. Et autour des grandes maladies qui nous préoccupent, des maladies de vieillissement, Alzheimer, diabète, maladies neurodégénératives, etc., il y a des pistes de recherche, et certes, il faut les ouvrir. Il faut ouvrir toutes les pistes, sauf celles qui conduisent à relativiser la dignité de la personne. Et nous semble-t-il, toutes les recherches qui vont travailler sur les cellules souches adultes, les cellules souches issues de cordons, nous semblent ne pas poser de problème. Toutes celles qui seraient bâties sur la destruction de l'embryon, comme une nécessité, nous semblent inadaptées, nous semblent disproportionnées. Là, on conteste donc ce progrès thérapeutique qui serait prêt à sacrifier certains au profit peut-être d'autres. Ça ne nous semble pas raisonnable. Voilà, donc nous nous opposons aussi à la congélation des embryons, et nous demandons un moratoire sur cette congélation d'embryons face à l'imbroglio éthique causé à la fois pour nous, pour les médecins, et certains en témoignent, et aussi pour les familles qui se retrouvent vraiment face à des difficultés majeures pour savoir que décider. Et nous souhaiterions que les moyens intellectuels, financiers, de recherche soient orientés vers une recherche sur les cellules souches qui ne passe pas par une destruction de l'embryon. Nous pensons qu'il y a là largement de quoi faire. Même si les cellules souches n'ont pas les mêmes spécificités. Oui, elles n'ont sans doute pas les mêmes spécificités. On voit quand même une évolution du discours des scientifiques, me semble-t-il. Enfin, vous avez beaucoup auditionné, mais autant il y a 4-5 ans, on nous expliquait que vraiment la cellule souche embryonnaire serait sans doute absolument nécessaire pour les progrès thérapeutiques. Aujourd'hui, d'après ce que j'entends, ce discours est encore là, mais on nous explique aussi que c'est aussi beaucoup pour comprendre le développement embryonnaire, pour comprendre le début de la vie. Moi, je suis favorable à l'accueil de toute personne souffrant de maladie ou de handicap, et nous contestons l'espèce d'escalade dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Escalade